Bonjour à tous, bienvenue dans le Mug Nowtech. Nous sommes le mercredi 9 novembre et on commence dès maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, surprise du jour, peut-être déception pour certains, c'est Léo aujourd'hui qui remplace Jérôme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello, merci, hello Olek, hello Léonard, hello Samuel, hello Lulu Simpson, hello Cyril, hello Chloé, hello Poppy. Bonjour à tous. Coucou Jérôme, Alioug, Laurie, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, petit mug tranquille. Et oui, parce que voilà, ce n'est pas Jérôme, donc c'est forcément un mug tranquille, je rigole évidemment. Je le taquine. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler des petites pénuries. Attendez, je change le magnifique, ça fonctionne. On va parler des pénuries des iPhone 14 Pro. Vous n'en aurez peut-être pas à Noël si vous aviez prévu d'en faire un cadeau. Spoiler, c'est mal barré. Donc on va parler de ça. On va parler donc aussi un peu plus en détail aussi de la production chez Apple des iPhone 14 Pro qui sont en train de délocaliser dans d'autres pays justement pour faire face à toutes ces pénuries. On viendra en détail juste après. Ensuite, on va couper l'herbe sous le pied de Guillaume, je le dis, parce qu'on va parler de Signal qui rajoute des stories dans son application. On va parler de tout ça ensemble. On va parler de sujets un petit peu plus légers de Airbnb qui va devenir un petit peu plus clair dans son interface. Oui, voilà, tout ce que j'avais à dire là-dessus. On va parler de voitures électriques et de recharge avec Lidl. On va aussi parler de PS5. Une petite version qui va arriver, on ne sait pas. Un petit peu les rumeurs, l'instant rumeur. On va parler de la PS5, on va aussi parler du Galaxy S23 et plus particulièrement du S23 Ultra. Et on parlera aussi de PayPal sur Apple Pay, mais vous verrez, c'est un petit peu plus que Apple Pay. Il y a des fonctionnalités assez sympas qu'on va voir tous ensemble. En tout cas, j'espère que ça va. Grand merci qui a remplacé au dernier moment. Oui, écoute, avec pas de soucis, avec grand plaisir pour faire ce mug. Ça faisait un petit moment. On commence tout de suite avec l'iPhone 14 Pro. Vous n'en aurez pas à Noël. Mais pourquoi donc? Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Apple, donc du coup, craint une pénurie. C'est pas craint, c'est la pénurie est en fait déjà effective. Une pénurie sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max dans les semaines et mois à venir à cause de la politique anti-Covid en Chine. C'est vrai que le générique du Kawa, j'ai pas l'habitude. Allez, on fait comme si on n'avait rien vu, le générique. Merci Samuel pour le rappel, j'avais oublié. Strophantus, je voulais vraiment acheter un iPhone 14 Pro à tous mes proches. Dommage cette pénurie. Ah, les pauvres, les pauvres. Donc du coup, c'est ce que je disais, je sais pas si vous l'avez vu, il y a du coup le Covid qui reprend pas mal en Chine, et c'est surtout que si la Chine a une politique anti-Covid assez, voire très stricte. Et donc du coup, vu que 95% de la production d'Apple se trouve là-bas, donc du coup, les employés principalement de Foxconn ne peuvent plus travailler, et donc du coup, ce qui fait que les délais et la production en sont impactés. Ça a été, comment dirais-je, communiqué par Apple via un communiqué dans la nuit du 6 au 7 novembre sur son site officiel, pour exposer la situation sur la fabrication de l'iPhone 14 Pro. Elle est mauvaise. L'entreprise américaine s'attend à une chute importante de la production de ce modèle, ce qui pour la clientèle se traduira par des délais de livraison beaucoup plus longs.
Apple, donc du coup je cite, les restrictions Covid-19 ont eu un impact temporaire sur le principal site d'assemblage de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Je m'épargnerai de la prononciation. L'usine fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite, est-il écrit dans le très bref point de situation. Alors, comme dit, ça concerne uniquement pour le moment le 14 Pro et 14 Pro Max. Tout ce qui est 14 normal et 14 Plus ne serait normalement pas impacté, pour le moment du moins. Proviennent donc du coup, je le disais tout à l'heure, de la politique zéro Covid en Chine, qui est très sévère pour la population et qui pèse lourdement sur l'activité économique. Les confinements sont si difficiles que les gens fuient parfois les zones de quarantaine pour éviter les restrictions de déplacement et les tests interminables. Ce qu'on peut comprendre. C'est justement ce qui s'est passé dans l'un des plus grands centres de production de l'iPhone en Chine. Allez, je vais le prononcer Zhengzhou, je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais j'aurais tenté. Dans le centre du pays, les autorités ont décrété une quarantaine d'1 semaine après la découverte d'un foyer de cas de Covid dans la zone industrielle. Plusieurs du coup, employés ont fui l'usine alors que des malades sont détectés depuis le mois d'octobre. J'ai vu la vidéo, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Déjà, c'est là que tu te rends compte de la taille des usines, c'est vraiment des villes entières. Et tu as vraiment un mouvement de foule, les gens qui fuient tous parce que je peux comprendre qu'être enfermé plus d'1 semaine dans ton usine pour en plus de ça te faire des tests à gogo, ça doit pas être simple, surtout que les conditions de travail de base sont pas folles, quoi. Mais donc du coup, en effet, la solution pour Apple, c'est de commencer à délocaliser une partie de la production. La politique donc implacable du Parti communiste chinois face à la pandémie, qui n'a pas varié depuis des mois pour ne pas exposer les faibles et les erreurs de la stratégie de Xi Jinping, ne donne pourtant pas de résultats spectaculaires. Aussi parce que le pays se refuse d'importer des vaccins ARN occidentaux, préférant par nationalisme compter sur ses laboratoires moins efficaces. C'est vrai que ça fait des mois que la Chine, depuis le Covid, depuis que ça a été découvert, la Chine maintenant a vraiment une politique méga stricte pour limiter comment dirais-je, la pandémie et surtout la diffusion dans le pays, mais ça porte pas vraiment ses fruits. Cette situation fait donc qu'Apple n'a pas la certitude de pouvoir distribuer assez d'iPhone 14 Pro pour les fêtes de fin d'année, alors même que c'est une période cruciale pour l'industrie du téléphone. La clientèle pourrait toutefois se rabattre sur les modèles de la gamme 14 et 14 Plus qui ne sont pas mentionnés dans son point de situation. Voilà, de toute façon, il faut savoir qu'actuellement, j'ai regardé les délais hier soir. En gros, si tu veux un iPhone 14 Pro ou Pro Max, c'est minimum 4 semaines de délai. Donc, encore maintenant, je pense que vous pouvez avoir un petit peu de chance pour en avoir un. Et sinon, votre chance ultime d'en avoir un, c'est de prendre des modèles avec des capacités de stockage plus grandes. En gros, il faut se dire que les 128 et les 256, c'est ce qui sera le plus en rupture. C'est ce qui est déjà le plus introuvable. 512, vous avez déjà un petit peu plus de chances de le trouver. Et les 1 Tera, là, vous avez beaucoup de chances de les trouver. Mais il faut être prêt à lâcher plus de, je sais plus combien, 1008 ou 1007 dans un iPhone 1 Tera. Mais si vous voulez vraiment en avoir un, c'est une solution pour en avoir. Comme dit, Apple dépend énormément de la Chine pour la fabrication de ses produits, pour ne pas dire quasi exclusivement du pays. À l'heure actuelle, les sous-traitants chinois produisent plus de 90% des produits Apple, donc 98% de l'iPhone. L'usine taïwanaise Foxconn à Zhengzhou emploie d'ailleurs 200 000 personnes, c'est dire le caractère crucial de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on va le voir en fait dans l'autre article. On va un petit peu se pencher un peu plus là-dessus. Où du coup la production d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sur le sol indien va croître de 150% dans les prochains mois et continuer d'augmenter dans les prochaines années. Donc du coup forcément vu au contexte politique et sanitaire. Ça c'est pas surligné dans cet article. Ah si c'est bon.
Donc du coup, voilà, on fait, c'est le récap là, ici de ce qu'on a dit juste avant. Euh, c'est là qu'on voit le gap d'infos entre les différents sites. Ici, dans l'autre article, on nous dit 200 000, ici on nous dit 300 000. On va faire une moyenne de 250 000. Qui emploie donc ici 300 000 ouvriers à subir une véritable hémorragie de main-d'œuvre entre le 10 et le 5 novembre. Les employés, comme on le disait, confient l'usine par lassitude des conditions de vie découlant du strict confinement. Pourtant, Foxconn cherche à recruter en masse, forcément, vu qu'il y a une pénurie de partout, même d'employés, à coût d'embauche de $70 pour essayer de faire venir, mais ça ne fonctionne pas pour autant. C'est pour ça que Foxconn va doubler ses capacités de production en Inde. L'usine de Madras, pour être plus précis, était initialement dédiée à la production d'iPhone 14 et 14 Plus. Elle produira finalement les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Savoir qu'en ce moment, l'Inde fabrique que seulement entre 2 et 4% des iPhones vendus dans le monde. Et l'objectif à terme serait de faire passer ce chiffre à 45%, à peu près de la moitié de la production. Ce qui permettrait à Apple d'être moins dépendant du contexte politique et sanitaire chinois. Voilà tout pour cet article. Article qui, au-delà des pénuries en fait et des conditions sanitaires, ça nous montre aussi quand même bien que l'iPhone 14 Pro est quand même un iPhone qui se vend bien, malgré le prix qui est quand même très très élevé. Étrange pour un smartphone toujours en Lightning. Ouais, non, mais tu vois, comme quoi, même avec le Lightning, même avec son prix énorme, c'est quand même un iPhone qui se vend. Et c'est assez étonnant, quoi. Mais bon, c'est la force d'Apple, ils sont bons là-dedans. En tout cas, voilà, si vous aviez prévu de faire un petit cadeau à Noël, prenez-y vous maintenant, sinon vous n'en aurez pas. Voilà tout. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de remercier les subs de tout à l'heure. Il y en a eu pas mal. Il y a eu Andy76 pour son 20e mois. Tobalito Twitch pour son 21e mois. Le Bûcher pour son 23e mois. Erokuya pour son 31e mois. J'ai du mal à parler. Buff de Malak pour son 22e mois. Et JBV01 pour son 21e mois. Merci beaucoup pour vos subs. Preuve de l'influence de Nowtech est nul. C'est vrai. C'est vrai. Si peut-être sur une 0,01% de la population française. Mais bon, c'est pas dans le monde. Je pense que la majorité des acheteurs se moquent que ce soit Lightning ou USB-C et veulent un iPhone. Oui, non, totalement raison. C'est totalement vrai. On va maintenant passer à Signal qui rajoute des stories et pas que. Ça a fait un petit peu de bruit, surtout chez Guillaume. Je sais pas si vous l'avez vu sur Twitter, il a réagi par rapport à ça. Vous lui demanderez son avis demain. L'application Signal rajoute des stories. L'article nous dit oui, c'est futile, mais c'est ainsi qu'il séduira. Ça spoil déjà. C'est donc avant-hier que Signal a annoncé, donc le 7 novembre, accompagné d'un tweet, que oula, je bug totalement. Ah oui, voilà. C'est en réaction donc, à ce message que plusieurs internautes se sont exprimés sur leur désarroi ou leur mécontentement. Je préférais que vous regardiez le SMS plutôt que de déployer ce truc, dit l'un. C'est dégoûtant, débarrassez-vous et reprenez le support des SMS, ajoute un autre. Parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait que récemment que Signal a retiré donc, le support des SMS. Avant, en fait, on pouvait intégrer son appli de messagerie SMS. Enfin, en gros, on pouvait recevoir ses SMS directement dans Signal. Ce qui fait qu'en fait, de façon un petit peu transparente, on pouvait communiquer avec ceux qui avaient Signal, du coup via l'appli Signal, et ceux qui n'avaient pas Signal, ça envoyait un SMS classique. Mais Signal a pris la décision de le retirer. On nous le dit un petit peu plus tard dans l'article pour des raisons aussi de sécurité, parce que c'est sûr qu'en fait les SMS ça passe donc du coup via le réseau de votre opérateur
et donc du coup c'est pas chiffré de bout en bout. C'est pour ça, du moins c'est comme ça que se justifie Signal de retrait de la gestion des SMS. Mais par-dessus tout, en plus d'avoir enlevé ça, ils annoncent juste après, on met des stories dans Signal, et donc du coup les power users de Signal se sont un petit peu rebellés. Ce qu'on peut comprendre, mais on peut aussi comprendre la décision de Signal, ce qu'on va voir après. Signal estime que les jugements de valeur sur les stories ne sont pas la bonne manière de jauger de l'intérêt d'une option de ce type. C'est leur pénétration dans les pratiques qu'il faut considérer. Les stories sont un moyen de communication neuf, avec, je cite, leurs propres objectifs, normes et particularités. Ils sont éphémères, sans enjeu et riches en images, sans attendre de réponse. Leur large adoption par le public a convaincu Signal. Les stories sont apparues pour servir ces fonctions spécifiques et d'autres dans le paysage plus large de la communication, et beaucoup d'entre nous les ont intégrées comme l'un des moyens de se connecter les uns aux autres. C'est pourquoi elles ont une place naturelle dans toute application de messagerie, y compris Signal. Et c'est vrai. Et c'est vrai que, en fait, Signal, si on prend l'exemple, alors WhatsApp non, mais si on prend l'exemple par exemple de Messenger, qui est aussi très 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 utilisé, il y a dans l'appli de messagerie aussi la possibilité de faire des stories. L'annonce, donc nous dit l'article, n'a sans doute pas eu lieu au meilleur moment pour Signal. Le service a annoncé une mauvaise nouvelle il y a peu, comme on disait, l'abandon des SMS, et cette orientation a vivement attristé la communauté de Signal, car cette option permet de discuter avec des personnes en dehors de Signal, mais ces SMS ne sont pas si sûrs que cela. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ces nombreuses interpellations ont conduit Médérit Whittaker, la présidente de l'organisation qui chapeaute Signal, à noter que toutes les fonctionnalités ne s'adressent pas forcément à chaque personne systématiquement. Tout le monde n'utilise pas ce que l'on propose dans une app. Surtout, elle a insisté sur le fait que ces stories peuvent être désactivées. Honnêtement, je peux comprendre en fait, et c'est surtout, je pense qu'actuellement, comment dirais-je, la base d'utilisateurs de Signal est en grande partie quand même des nerds, entre guillemets, des gens qui sont soucieux de leur vie privée, des gens qui... honnêtement, Signal, aussi connu, tout le monde ici, ou la majorité des gens ici connaissent Signal parce qu'on est dans la tech, on est intéressé par ça, on est sensibilisé à ça, parce que vous regardez nos tech. mais c'est surtout, voilà, on s'intéresse à la tech, c'est pour ça qu'on est au courant, mais Signal est loin d'être mainstream, et les rares entre guillemets personnes qui l'utilisaient comme un service de messagerie, je peux comprendre qu'elles soient un petit peu comment dirais-je, échaudées, on peut dire ça comme ça, parce que c'est des gens qui n'utilisent principalement, peut-être ils voulaient l'utiliser que en service de messagerie et pas qu'il y ait des options futiles comme les stories, etc. L'article va nous le dire juste après. Moi aussi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est quand même une bonne stratégie. Pour moi, il faut que Signal soit aussi performant que les autres services de messagerie et surtout qu'il y ait autant de fonctionnalités que dans les autres services de messagerie aussi pour attirer le plus de monde possible. Parce que pour le moment, Signal, entre nous, c'est pas très très sexy. Il faut quand même se le dire. Même si l'application est bien bossée, il manque quand même des fonctionnalités pour certaines personnes, une certaine catégorie de gens. C'est ce que nous dit donc l'article. Signal doit être tactique pour percer, il faut aussi avoir des options futiles. Les complaintes autour des stories manquent toutefois d'un aspect pourtant clé que les personnes soutenant Signal devraient avoir en tête. Oui, c'est futile, mais c'est aussi un très bon moyen de rendre l'application attrayante. Cela montre à celles et ceux qui hésitaient à sauter le pas que Signal aussi, s'il y a les mêmes outils que sur Snapchat, Instagram ou Messenger, comme je disais, que ça les incite à faire le pas. Quelques intervenants au débat l'ont compris, mais ils sont minoritaires. C'est une bonne, je cite, c'est une bonne fonctionnalité qui va aider les gens à supprimer Snapchat et peut-être faire venir des utilisateurs Instagram. Peut-on lire dans les réactions ? Un autre à jour qu'il aime bien car c'est une bonne façon d'utiliser les stories sans avoir à être lié à Meta. Et je suis totalement d'accord avec ça. L'article nous dit en conclusion, c'est là tout l'enjeu. La question n'est pas de savoir si telle ou telle option va vous plaire ou vous concerne.
Si ce n'est pas le cas, vous ne l'utilisez pas. Mais cela peut être un levier pour attirer d'autres internautes. Bien sûr que l'une des forces de Signal est de proposer du chiffrement de bout en bout pour sécuriser au maximum les communications. Pourtant, est-ce que ça suffit ? Et bah non. Honnêtement, non. Et pour moi, honnêtement, je pense que Signal fait le bon choix en intégrant les stories. Pour mon exemple perso, je sais, j'utilise encore un petit peu Messenger pour discuter avec certaines personnes. Il y a des stories dans Messenger, c'est pas pour ça que je fais des stories sur Messenger ou sur Facebook. Mais pour autant, je trouve quand même que c'est bien d'agrémenter l'application sur tous les stories. C'est pas comme si on nous annonçait Signal lance des shorts. C'est pas non plus une option déconnante. C'est dans l'air du temps. Maintenant, tout le monde adopte les stories. C'est-à-dire, excepté WhatsApp, je crois qu'il n'y a aucun autre service qui n'intègre pas les stories. Et comme le dit aussi l'article, c'est la entre guillemets, première plateforme qui permet de faire des stories de façon sécurisée et chiffrée de bout en bout. Parce que là, en ce moment, si on fait des stories, on les fait soit donc chez Facebook, enfin chez Meta, donc sur Facebook, Messenger ou Instagram, ou sur Snapchat. Donc, pour moi, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose. Vous, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Il y a des stories sur Snapchat, oui. Oui. Pourtant, Signal s'est fait connaître du grand public quand WhatsApp a abusé sur l'utilisation des données. Oui, ça c'est vrai, il y avait vraiment une vague à ce moment-là quand WhatsApp avait changé ses règles là-dessus. Mais tu vois, c'était pas un effet de mode, mais on en a beaucoup parlé dans les médias. Ça a un petit peu affolé certaines personnes. Il y a eu en même temps aussi beaucoup d'articles de presse qui mettaient à ce moment-là en avant ce Signal. euh, Parce que justement, suite au changement de règles chez WhatsApp, donc du coup, ça a fait passer quelques personnes à Signal. Mais en fait, il faut avouer que le souci en fait pour ce genre de choses, c'est que en fait, si vous voulez utiliser Signal, le choix, il ne tient pas qu'à vous, il tient aussi aux gens avec qui vous communiquez. Et c'est bien ça le plus gros problème avec Signal, c'est qu'en fait, aussi, comment dirais-je, déterminé vous êtes, si les gens avec qui vous communiquez n'ont pas Signal, ça perd de son sens, quoi. D'ailleurs, le nombre de conversations que j'avais avec des amis par SMS qui se sont chiffrées sous Google Messenger, car Google Messenger est utilisé par 70% de mes amis en vrai. Après, Google Messenger, ouais, j'émets quelques doutes. En vrai, je suis sur Signal à cause de ma copine et franchement, c'est pas mal du tout. Mais oui, honnêtement, par contre, l'interface Signal est vachement sympa. Signal, je viens de le quitter justement parce que ils ont abandonné les SMS. Je suis passé sur Google Messenger justement. Ouais, ok. Non, mais après, ça se tient, hein, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est vrai que ça fait une appli de messagerie en plus. Ça fait beaucoup. Il y a des stories sur WhatsApp. Ah oui, pardon. Excuse-moi, j'étais même pas. J'utilise tellement peu WhatsApp que j'étais pas au goût du jour. Euh, je pense que je vais mettre une étoile à Signal sur Google Play car ils enlèvent les SMS. J'ai fait migrer mes parents sur Signal, mais pour autant ils ne feront jamais de story. Oui, non, mais voilà, honnêtement, pour moi, c'est pas vraiment un problème que l'ajout des stories. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Après, à voir comment ça va tenir dans le temps, à voir comment ça va être implémenté, comment ça va être utilisé. Mais pour moi, ouais, avant de faire je rebondis à la réaction de Guillaume hier. Guillaume qui disait qu'il préférait qu'il y ait de l'argent qui soit mis dans la promotion de Signal. Pour moi, je pense que c'est bien avant d'avoir quand même d'implémenter le maximum de fonctions grand public dans l'application avant d'en faire la promotion. Euh, à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines à venir. On va parler maintenant très rapidement de Airbnb. Alors pourquoi on va parler de Airbnb ? On va parler de Airbnb qui va prochainement afficher les prix de façon plus transparente pour faire éviter les frais cachés. Je ne sais pas si vous de votre côté vous avez déjà utilisé Airbnb, si vous avez déjà réservé un logement via Airbnb, mais c'est vrai qu'en fait quand on fait des recherches sur Airbnb, les tarifs qui sont affichés sont les tarifs
pour donc du coup le nombre de nuits qu'on a sélectionné. Mais dans ce tarif-là, il y a plein de frais cachés qui ne sont pas intégrés. Les frais pour Airbnb, quoique, je sais plus, non, il me semble pas que c'est intégré, il me semble que ça se rajoute à la fin. Pour sûr, les frais de ménage, frais de dossier, taxes de séjour. Et donc en gros, si par exemple vous réservez, je sais pas, un Airbnb pour 2 jours à 60 € la nuit, ça va vous afficher 120 lors de votre recherche. Et quand vous allez passer au règlement, ça va peut-être être marqué 150, 160, pardon, oui, 150, 160, parce qu'il y a tous les frais cumulés qui s'ajoutent. Et donc du coup, la prochaine implémentation dans Airbnb, ça va justement vous afficher le bon tarif dès le début sur la première page. On va voir plus dans l'article. Airbnb a annoncé lundi qu'ils allaient commencer à inclure les frais de nettoyage dans les calculs des prix des annonces affichées dans les résultats de recherche, un changement qui répond aux plaintes des utilisateurs qui voyaient leur facture augmenter significativement au moment du paiement. Et en effet, jusqu'à présent, laisser les hôtels de soins de fixer leur prix tout en leur recommandant de garder les frais de nettoyage abordables. Le prix affiché sur chaque annonce ne comprenait que le prix par nuit ou le prix de toutes les nuits suivant vos critères de recherche, mais n'incluait pas d'autres frais comme le nettoyage. Et comme on le disait, c'est au moment de passer au paiement que certains avaient la surprise de voir la note totale augmenter de plusieurs centaines d'euros. Et heureusement, ça va changer. À partir de décembre, les utilisateurs disposeront d'un bouton afficher le prix total qui leur permettra de passer de la tarification par nuit par défaut d'Airbnb à une formulation de tarification totale qui leur indiquera exactement le montant qu'ils paieront avant ou après la taxe selon la région pour toute la durée de leur séjour. Donc déjà là, on nous le dit, ça va pas être mis d'office, si je comprends bien. Il y aura quand même une action d'utilisateur nécessaire d'appuyer sur le bouton afficher le prix total pour avoir le tarif. Mais bon, c'est déjà bien qu'il y ait un bouton qui le permette. Il ferait mieux d'agir sur les frais de ménage délirants. Mais justement, Melrefen, on va le voir un petit peu plus tard, c'est aussi un petit peu le but, le fait d'afficher les frais de nettoyage comme ça, enfin du moins le prix total, d'afficher le prix total, c'est aussi pour remettre un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité. Parce que qu'est-ce qui se passait avant, c'est que, on va dire que, voilà, du coup chacun fixait le prix de sa nuit comme il le souhaitait, sauf que vu que les frais de ménage et en fait, comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais dire, la tarification des frais de ménage, c'est libre à la personne qui met l'annonce de les mettre. Donc elle peut mettre très bien 20 € de frais de ménage comme 100 € de frais de ménage. Et donc du coup, des fois, il y a des gens qui abusaient de cette technique, qui mettaient un prix de logement un petit peu inférieur, mais avec des frais de ménage supérieurs pour compenser, se rattraper. Mais qu'est-ce qui fait? La personne, elle voit le logement est moins cher, donc du coup c'est un petit peu, pas anticoncurrentiel, mais un petit peu quand même. La personne va artificiellement baisser le prix de son logement et se rattraper ailleurs. Ce que ça va permettre ça d'afficher le prix total, c'est que déjà on va avoir le prix exact pour tout le monde, le prix total, et donc du coup ça va peut-être inciter certains à se remettre sur les prix du marché. Mais on va le voir, Airbnb en parle un petit peu plus tard. Si vous décidez d'activer la fonctionnalité, vous verrez le prix total dans les résultats de recherche sur la carte, sur le filtre de prix et la page de l'annonce. Vous pouvez également voir un détail complet du prix qui inclut les frais de service d'Airbnb, les réductions éventuelles et toutes les taxes. En outre, dans le but d'aider les autres à fixer des prix plus compétitifs, Chesky, le PDG, a déclaré qu'Airbnb introduira de nouveaux outils en début d'année prochaine qui les aideront à mieux comprendre le prix final que les invités paieront et les prix qu'ils devraient facturer pour rester compétitifs. Nous avons commencé comme une alternative abordable aux hôtels et le caractère abordable est particulièrement important aujourd'hui, a déclaré Chesky, donc le PDG d'Airbnb. Et il dit aussi que pendant cette période économique difficile, nous devons aider nos hôtes à vous offrir une grande valeur. Pour rappel, Airbnb impose depuis le début de la pandémie un délai de 24 heures entre les réservations. Donc voilà, après c'est un petit peu hypocrite quand même de la part
du PDG de Airbnb, parce que Airbnb prend aussi des frais monstrueux. Donc du coup, s'il voudrait avoir vraiment des tarifs plus compétitifs sur sa plateforme, il pourrait aussi baisser un petit peu ses frais. Les taxes de séjour, je les ai jamais trouvées délirantes. Donc oui, les frais de ménage, n'ai jamais utilisé Airbnb, ceci dit. Après, de toute façon, les taxes de séjour, c'est pas la personne qui les fixe. Parce que de toute façon, la taxe de séjour, si je dis pas de bêtises, ça va à la ville de, euh, de la résidence. Donc du coup, ça, c'est pas l'autre qui le définit. C'est déjà défini. Ils se font pas de marge là-dessus, du moins. Par contre, les frais de ménage, il y en a certains qui utilisaient ça pour grappiller des frais, quoi, et grappiller des marges. Les frais de ménage, je pense, ne doivent pas être taxés par Airbnb comme les frais de livraison sur eBay. C'est une manipulation du système pour se faire plus de business sans taxe. C'est vrai, c'est vrai. Si je devais tomber sur une annonce avec un tel écart, honnêtement, je zappe car j'aurais l'impression que le loueur cherche à m'arnaquer. C'est dire l'honnêteté. Alors oui, tu vois, toi, tu aurais le, entre guillemets, pas courage, mais la détermination de changer et de faire une autre recherche. Mais tu vois, imagine quelqu'un qui est un petit peu dans la précipitation, va chercher un logement, va voir, va dire, tiens, celui-là est pas mal, réserve, machin. Après, dit, bon, c'est seulement à la fin du process. Tu sais, si tu vois le prix d'office, c'est dissuasif. Tu vois, je sais pas, tu t'es fixé un budget max de 200 € pour 2 nuits. Tu vois que le truc avec tous les frais, ça te revient 290 €. Tu te dis non, mais ça c'est mort, je le prends pas. Ça te permet de faire un tri. Si tu étais obligé, parce que c'était le cas avant, tu étais obligé d'aller dans chaque annonce, d'enclencher une procédure comme si tu voulais réserver le bien pour seulement voir les frais à la fin. Moi, je comprends les gens qui, tu vois, tu sélectionnes en bus, sélectionner un logement Airbnb, si tu veux faire les choses bien, bah, ça prend du temps, tu vois, tu regardes la localisation, où est-ce que c'est, etc. Donc c'est-à-dire que c'est une fois que tu es décidé, une fois que la personne s'était dit, tiens, c'est bien placé, c'est propre, c'est bien noté, c'est seulement à ce moment-là que tu te disais, déjà dans la tête, tu te faisais aussi pas une image, mais de dire, tiens, ce logement est bien, c'est cool, je vais avoir ça. Et c'est seulement après, au processus de réservation, tu te rends compte, merde, il y a les frais. Mais au final, tu te dis, bon, bah tant pis. De toute façon, les frais, je peux rien y faire, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne chose qui fasse ça. Airbnb est extrêmement avantageux par rapport à l'hôtel. Pour une famille de 4 ou plus, il n'y a pas photo. Après, honnêtement, Airbnb, ça dépend vraiment, vraiment de là où tu le prends, du pays, etc. Mais ça quand même, c'est vrai que ça devient beaucoup, beaucoup moins intéressant. Il y a encore 3 ans, je dirais qu'Airbnb, 3 4 ans, c'était très intéressant. Mais maintenant, enfin, c'est un réel business pour certaines personnes. En effet, dans la spirale de l'engagement, certains ne s'arrêteront pas en effet, mais plus du double. Oui, non, mais c'est ça exactement. Une fois que tu as fait tout le processus et que tu arrives à la fin, je pense que beaucoup ont la flemme de se dire merde, il faut que je refasse une recherche, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Il m'arrive de plus en plus de faire mes recherches sur Airbnb et de chercher le logement à côté. Quand ce sont les pros, les différences de tarifs sont non négligeables, la plateforme se gave. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup qui, via d'autres sites d'annonces, style Le Bon Coin ou sur des sites propriétaires, utilisent un peu Airbnb comme une vitrine. Et, euh, et pour après que les gens passent en direct. Après, l'avantage de Airbnb, et ça on peut pas l'enlever, c'est qu'il y a ce côté, tu payes des frais, mais tu as aussi ce côté très sécurisant. Si tu passes en direct avec quelqu'un, je sais pas comment va se faire le paiement, mais à mon avis le paiement, bah, soit il se fait par carte, mais du coup t'as aucune garantie, soit il se fait en liquide quand t'arrives, mais bon, c'est un petit peu plus... faut avoir confiance à la personne derrière, quoi. Donc faut faire gaffe de ne pas se faire arnaquer, et ça arrive beaucoup. Le problème majeur étant que tu ne pouvais pas faire le comparatif prix, c'est un peu le but. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Il y a des prix très chers sur Airbnb, je vais souvent davantage dans les hôtels que Airbnb. Bah, c'est vrai que maintenant, le prix des hôtels, même des fois certains hôtels qui sont moins chers que des Airbnb, pour à peu près les mêmes services. Euh, Tu peux pas comparer Airbnb à un hôtel. À l'hôtel, tu ne fais pas le ménage, pas le petit-déj, etc. Bah, dans Airbnb, du coup, quand tu as les frais de ménage, tu fais pas le ménage non plus.
Pour le petit déjeuner, il y a même des... Alors, pas tous, mais des fois, t'en as qui proposent des services-là. Alors, peut-être pas directement sur la plateforme Airbnb. Et encore, des fois, il y a des gens, c'est marqué dans le listing, dans le détail, ce qu'inclut l'appartement. Et des fois, il y en a qui incluent un petit déjeuner. Donc, c'est pour moi, si, je pense que comparer Airbnb à un hôtel, c'est totalement comparable. Et c'est une excellente idée. Vas-y, j'ai le prix total. Et bah écoute, moi je suis aussi totalement d'accord avec toi. Merci beaucoup Rafi88 pour ton abonnement. Salut Rafi. Rafifi plutôt, pardon. Et salut Raphaël, et merci pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Mais donc du coup voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas je trouve que c'est une excellente chose qui est ça qui a été implémenté sur Airbnb. Parce que, bah voilà, comme dit, pour comparer, etc., c'est une excellente chose. Euh, on va parler maintenant un petit peu de voitures électriques et plus précisément de Lidl. Lidl qui va proposer en France la recharge la plus rapide et la moins chère de France. On va voir ça tout de suite. Lidl, donc du coup, qui accélère le développement de ses bornes de recharge pour les voitures électriques et s'apprête à ouvrir sa première station équipée de bornes rapides à plus de 360 kW. Et les prix sont très intéressants, nous dit l'article. En effet, comme on le sait, Lidl, maintenant, de toute façon, dans tous leurs tous les nouveaux Lidl qu'ils construisent, ils implémentent directement des bornes de recharge qui sont gratuites. Alors, c'est pas du tout des bornes de recharge qui sont aussi puissantes. Je crois que c'est des 22 kW, on verra ça un petit peu plus tard. Mais Lidl est quand même déjà depuis quelques années pas mal dans les voitures électriques et dans les bornes de recharge. Et là, du coup, il continue le développement à plus grande échelle et avec des moyens plus importants. Si le nombre de recharges en France est encore faible par rapport à l'Allemagne et aux Pays-Bas, force est de constater que le réseau se développe tout de même fortement au fil des mois. De nombreux acteurs font leur apparition, comme Ionity, Fastned ou Total Energy, et la charge rapide ne cesse de progresser. Et si jusqu'alors il fallait recharger rapidement sa voiture électrique se faisait surtout sur les autoroutes, c'est aujourd'hui en train de changer. FRGS bleu et jaune la voiture, c'est ça, c'est Lidl dans sa voiture. Non. Mais c'est vrai que comment dirais-je, Lidl est vraiment depuis quelques années à fond là-dedans. Ce qu'il proposait et qu'il propose actuellement, c'est des bornes de recharge. Alors c'est des 22 kW, donc c'est beaucoup plus faible, mais il propose gratuitement. En gros, tu vas faire des courses chez Lidl, tu as une voiture électrique, tu peux recharger ta voiture pendant que tu fais des courses. Ce qui est quand même assez malin. En effet, de plus en plus d'entreprises de grande distribution se lancent également dans la recharge. C'est notamment le cas de Carrefour qui s'est associé à Driveco et Allego pour proposer des bornes allant de 22 à 350 kW sur ses parkings, ou encore de Casino qui a signé un partenariat avec Tesla. Ça, c'est sûr qu'en fait que maintenant, dans la dynamique qu'on est des voitures électriques, ça fait la différence. Tu as une voiture électrique, si tu peux, pendant que tu fais tes courses, un temps où tu fais rien de ta voiture, tu peux charger ta voiture, c'est quand même plutôt cool. Surtout en ce moment chez Lidl, c'est en plus de ça, c'est honnêtement un argument d'aller faire ses courses chez Lidl, si t'as une voiture électrique. Il faut se dire que tu vas faire tes courses et en plus de ça, tu vas gratuitement recharger ta voiture. Donc forcément, ça donne envie d'y aller. Mais on pense du coup également à Lidl qui met à disposition des points de charge pour ses clients depuis plusieurs années, ce qu'on disait. Sauf que là, au-delà donc du coup de la simple recharge d'appoint 22 kW qu'il propose gratuitement, Lidl va se lancer dans du coup la recharge vraiment rapide. C'est ce que nous dit en fait l'article du coup de Actu Lyon. Le 21 novembre prochain, Lidl va inaugurer sa première station, comme je disais, à plus de 350 kW. 360 kW, pardon. Annoncée du coup comme une première dans l'univers de la grande distribution par Lidl, cette nouvelle station est installée à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Ça fait plaisir à Olek.
Ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Celle-ci est située à l'arrière du magasin, au 733 avenue Théodore Braun, pour être précis, avec un total du coup de 13 places de stationnement qui seront accessibles, dont une dotée d'une borne rapide, la plus puissante, qui atteint 360 kW. Ce qui est quand même assez impressionnant, c'est-à-dire que là, Lidl, qui est juste de base dans la grande distribution, donc du coup se lance, et donc du coup va utiliser les terrains, les parkings qu'il dispose pour développer, maintenant au-delà d'être un attrait, un atout pour venir faire ses courses chez Lidl, là maintenant il se lance vraiment dans aussi la borne de recharge et la station de recharge, client Lidl ou pas client Lidl. Et en plus de ça, ils arrivent avec une borne de 360 kW. Donc jusqu'à présent, c'est la plus puissante de France, ce qui est assez impressionnant. Et on va le voir en plus après. Pour le moment, ils font ils vont proposer ça à des tarifs vraiment, vraiment attractifs. C'est l'une donc, du coup des plus élevées jamais proposées sur le territoire. À l'heure actuelle, en Europe, le record est à 400 kW à Madrid, grâce à l'opérateur Sir Control. Les bornes équipant la station Lidl sont fournies par ABB et sont identiques à celles mises en service par Calista Energy en Normandie depuis le mois de septembre. En Chine, le record est détenu par NIO avec des bornes d'une puissance de 500 kW. Alors, là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des puissances énormes. Là, on nous dit 500 kW, c'est vraiment démentiel. 400 kW, et là, du coup, Lidl qui lance ses bornes 360 kW en France. Mais c'est que pour le moment, il n'y a pas de véhicules qui assimilent autant de puissance d'un coup de recharge. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les rechargements de batterie, c'est pareil pour un smartphone, pour une voiture électrique, pour tout en fait appareil qui se recharge avec des batteries, surtout au lithium. La borne de recharge, en fait, elle est au plus haut. Le pic de puissance, c'est au début. C'est dans les premiers, je dirais 30% de recharge, voire peut-être 40% qu'on charge le plus vite. Et après, plus la batterie est chargée, plus la fin de charge est lente. Mais c'est quand même bien d'avoir une grosse puissance comme ça pour faire de l'appoint. Si tu es à sec, si tu es à je sais pas, 10%, il doit te falloir que quelques minutes pour atteindre 20-30%. C'est quand même vachement pratique. Donc du coup, avec cette borne, on nous dit qu'il sera possible de récupérer 100 km en seulement 3 minutes. C'est quand même une promesse assez intéressante. Après, voilà, c'est ce que dit aussi l'article. Pour l'heure, aucun modèle de série ne peut encaisser une telle puissance, alors que le Porsche Taycan est plafonné à 270 kW, qui est déjà un record. Et en plus de ça, les Porsche Taycan, on ne peut pas dire que ce soit un modèle électrique ultra répandu. Mais ça va être une norme qui va arriver dans les prochaines années. De toute façon, je pense que même des petites voitures électriques vont avoir des puissances de charge assez importantes, parce que vu que le souci en fait actuellement c'est l'autonomie, si au moins on peut compenser une faible autonomie par une recharge très rapide, ça permet de compenser le problème, quoi. Qu'est-ce que vous dites un petit peu dans le chat? Il pense à l'avenir. Oui, oui, non, mais exactement, c'est bien de qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Avec le prix de l'électricité, ça va leur revenir plus cher la recharge gratuite. Oui, non, mais déjà, de toute façon, ça leur coûtait. Après, de toute façon, en ce moment, Lidl, ils sont dans une lancée de conquérir le marché, du moins en France. Hein. On voit qu'ils construisent un max de nouveaux magasins. Même des villes qui disposaient déjà de magasins Lidl, ils en reconstruisent des nouveaux plus design, design avec, si, on peut le dire quand même. Chez les anciens Lidl, c'était vraiment très austère, c'était des rayons, c'était pas forcément très bien présenté, mais c'était aussi la promesse de Lidl, c'était un peu hard discount. Là maintenant, Lidl, ils essaient de concurrencer des grands comme Auchan, Leclerc et compagnie. Donc dans tous les cas, l'électricité aussi chère qu'elle est maintenant, même avant, ça leur coûtait quand même, et c'est un argument pour faire venir. Et on va le voir après, on va voir les tarifs que propose Lidl. Pour moi, les tarifs qu'ils ont proposés, c'est des tarifs ultra concurrentiels. Ils vont faire très peu de marge dessus, ou peut-être même à perte, ça je ne sais pas. Peut-être qu'ils seront en perte, mais c'est pour une stratégie de faire venir du monde, quoi. Clairement.
Et une fois que les gens auront l'habitude d'aller chez Lidl, ils augmenteront les prix, sans aucun doute. N'empêche, quand c'est du vin, tu te rembourses l'électricité des trajets pour te faire tes courses, malin. Ouais, non, mais pour moi, honnêtement, c'est vraiment un argument. Ou alors tu payes plus cher les produits Lidl. Bah, ça peut se répercuter aussi sur le prix, hein. De toute façon, ils sortent pas l'argent nulle part non plus. Oleg utilise un véhicule à chenilles avec un mélange charbon-diesel. Il y a un kit noce, mais il faut l'alimenter avec des bébés phoques. C'est assez complexe comme utilisation. Euh, Bonjour, voiture électrique pas adaptée pour les reliefs accidentés des îles d'outre-mer, pour moi qui habite la Réunion. Ouais, mais j'imagine. Et puis je sais pas si Sultan, je sais pas comment c'est là-bas pour le développement des bornes de recharge, mais j'imagine que ça doit pas être ultra déployé. Lidl n'est plus un magasin discount. Bah, du moins, oui, il tend à ne plus l'être, quoi. Il ne tend à ne plus l'être. On va donc, du coup, voilà, parler un petit peu prix. Donc, du coup, cette station est composée donc d'une borne 360 kW. Donc, bon, il n'y en a qu'une seule qui délivre cette puissance, mais c'est déjà bien qu'il y en ait une. Et de 8 points de 180 kW et 4 prises de 22 kW. Si la recharge était jusqu'alors proposée gratuitement aux clients, ce n'est désormais plus le cas comme l'annonce Actulion. Mais méfiez-vous, les prix restent tout de même très abordables et défiant toute concurrence. Comme de nombreux acteurs, Lidl a fait le choix d'une facturation au kilowatt qui débute à partir de 25 centimes pour les bornes 22 kW et un prix qui passe alors les 40 centimes le kilowatt pour le chargeur 180 et 360 kW. Autant dire qu'il sera difficile de trouver un réseau si abordable. En comparatif, les bornes de Calista Energy 360 kW, il faut compter 58 centimes du kilowatt, tandis que le kilowatt est affiché à 44 centimes chez Electra, quelle que soit la puissance délivrée. Et à titre de comparaison, Unity facture 0,39 centimes du kilowatt sur des bornes 50 kW et 69 centimes sur les bornes 350 kW. Donc quand même, les prix sont vraiment intéressants chez Lidl. Mais comme dit Lidl, Unity, ils n'ont pas de... leur business, c'est la vente de bornes de recharge rapide, la vente de kilowatts et de recharge. Lidl, avant tout, ils vendent des produits de tous les jours. Et eux, ce qui leur intéresse, c'est d'attirer du monde euh, par les bornes de recharge électrique. Oui, d'ailleurs, on nous le dit, hein, la station est recouverte de panneaux photovoltaïques. J'ai vu la question dans le chat. Non, les panneaux photovoltaïques, ça suffit pas du tout à, comment dirais-je, à compenser, hein. Je pense que ils donnent pas la puissance du toit. On voit un petit peu mieux la photo d'ailleurs ici. Voilà. Là, on voit hein, ici, en dessous du Golidel, on voit un petit peu le quadrillage des panneaux photovoltaïques. À un moment donné, sur une surface comme ça, on produit grand max, pointe, peut-être, allez, je dirais peut-être 10 kilowatts. Je suis peut-être un peu pessimiste. Grand max, c'est des panneaux au total, c'est peut-être 20 kilowatts heure crête. Donc du coup, c'est pas, ça va pas compenser. Peut-être que ça peut compenser une recharge. Et encore 20 kilowatts crête, c'est vraiment dans les meilleures conditions avec un soleil bien tapant, quoi. Des non-clientes chez Lidl vont déjà recharger leur voiture pendant qu'ils vont au resto. Oui, non mais ça m'étonne pas. Après, si je dis pas de bêtises, on- pardon, les bornes Lidl, elles sont désactivées. Enfin, elles ne sont activées que pendant les heures d'ouverture du Lidl, justement pour éviter qu'il y ait des gens qui en abusent, tout simplement. Après, évidemment, rien ne t'empêche d'aller en journée garer ta voiture chez Lidl et de la mettre à charger pendant que tu vas ailleurs. C'est possible. C'est pas trop fair play, mais bon, d'un autre côté, il ne l'empêche pas non plus, quoi. Lidl, le prix des bonnes choses, maintenant tu recharges une Porsche, mais pas une Zoé. C'est ça. Vivement qu'on finisse les centrales nucléaires. Chacun son point de vue, François. Comment faire jeter le prix de l'électricité, nanana. Lidl sont souvent installés en zone commerciale avec d'autres magasins autour. Possible que cette feature d'attractivité fasse que les enseignes partagent les coûts. Peut-être possible aussi, ouais. Possible aussi. Dans d'autres pays, Lidl n'est pas forcément perçu comme le magasin discount.
Non, mais c'est vrai que en Allemagne, qui est beaucoup plus implémenté, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas cette vision-là, mais il y a encore, je dirais, 5 ans, Lidl, c'était encore discount comme l'était Aldi. Et de toute façon, maintenant, tout, que ce soit Aldi ou Lidl, tout le monde cherche à monter en gamme, qui fait qu'en fait, ces magasins qui étaient de base discount, ils ne le sont plus du tout, quoi. Et il y en a de moins en moins. Et les prix augmentent, en effet. Au-delà de l'inflation, etc., ils augmentent leur marge. La voiture électrique se recharge en descente, donc bien adaptée au relief. C'est totalement vrai. Après, il faut que tu aies assez de décharger ta batterie pour la recharger en descente. Mais oui, oui, clairement. Clairement, c'est vrai que c'est le gros avantage d'une voiture électrique, c'est que plutôt que de freiner bêtement, enfin bêtement, de freiner et de perdre l'énergie en chaleur, tu peux la récupérer. Je pense qu'il s'installe là où il y a du passage et attire les gens riches qui ont des voitures électriques. C'est pas forcément non plus les gens riches qui ont des voitures électriques avec les aides qu'il y a, mais c'est vrai que c'est pas non plus abordable. Mais je dirais pas que je dirais pas que les voitures électriques sont réservées à une élite non plus. Dire que je paye 11 centimes du kilowattheure, c'est cher. La vache, je sais pas où t'habites, mais oui, 11 centimes du kilowattheure, c'est pas cher. Kilowattheure, c'est une quantité, pas une puissance. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Parce que quand je donnais comment dirais-je, le, la capacité des panneaux, je l'ai donné en kilowatts. Malheureusement non, la recharge n'est pas suffisante pour remonter. Le prix est extrêmement cher par rapport à la maison. En plus, tu attires une clientèle potentielle avec un meilleur pouvoir d'achat, comme les voitures électriques ne sont pas données. C'est pas faux. Dire que l'opérateur national n'est pas foutu de proposer des solutions séduisantes quand on connaît le budget recherche et développement produit, ça ferait presque pleurer. Chez moi, donc du coup, Tyrion53, tu nous dis que tu as 3 kilowatts de puissance de panneau crête pour 10 mètres carrés. Ouais, donc je sais pas. Ouais, j'ai été très optimiste avec mes 20. Comment vont-ils le faire? Mettre de l'argent de sécurité pour surveiller, ça me paraît difficile. De toute façon, là, en fait, Nicolas Sympa, ce que nous dit l'article, c'est que du coup, même les bornes 22 kilowatts qui autrefois étaient gratuites, là, dans cette station, elles seront payantes. À hauteur de, je sais plus, on nous l'a dit combien, 25 centimes. C'est-à-dire que les bornes qui autrefois étaient gratuites, là, du coup, à Villefranche-sur-Saône, ce sera plus gratuit. Ce sera à 22 centimes. Mais pour le coup, elles seront vers 24-24. Les Lidl sont ouverts pendant midi. Ouais, ouais. La dernière fois que j'ai croisé quelqu'un qui s'y connaissait en panneaux solaires m'expliquait que les panneaux solaires avaient un rendement ne dépassant pas les 12%. Oui, oui, les panneaux solaires, ça a un rendement faible hein, comparé à l'énergie qui est comment, restituée. Euh, Après, tu as différentes technos aussi de panneaux solaires. Je crois que tu es monocristallin, polycristallin. Je suis pas un expert dans le domaine, mais tu as différents types de panneaux qui ont un meilleur rendement. Mais c'est sûr que le rendement est vraiment très très faible d'un panneau solaire. Il se demande pas de scanner un ticket de caisse. Je sais pas du tout, mais je crois pas. De toute façon, on sera un petit peu bête parce que s'il te demande de scanner un ticket de caisse, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies fait tes courses pour pouvoir recharger ta voiture. Ça m'étonnerait. Le souci, c'est que le ticket que tu as après course, donc tu viens pas à la voiture. Ouais, c'est ce que je disais. Donc là, ça vous fait bien réagir, les panneaux. Aujourd'hui, on parle de Lidl, demain sera la boulangerie du coin qui ouvrira ses bornes de recharge que la voiture et se démocratiser une vitesse folle. Si la voiture se rechargeait plus en descente que ce qu'elle a consommé d'énergie en montée, on aurait inventé le mouvement perpétuel. C'est vrai qu'en zone de montagne, l'électrique est pas pertinent. C'est surtout qu'en plus de ça, même l'énergie que tu accumules pendant une descente, tu as aussi quand même beaucoup de pertes dans l'énergie. On va dire l'énergie réelle que tu as de ta voiture qui descend, du coup en joule, normalement c'est comme ça, l'énergie normalement que tu descends, versus l'énergie que tu as stockée dans ta batterie, le rendement, je sais pas combien il est, mais il doit être quand même mauvais. C'est-à-dire que tu passes d'une énergie, donc les moteurs de ta voiture vont générer un courant électrique, le courant va être retransformé pour recharger la batterie. Donc déjà là, entre l'énergie que tu avais
et l'énergie que tu as dans tes batteries, tu dois avoir un gros gap. Et en plus de ça, après, l'énergie que tu vas dépenser que l'énergie qui va sortir de ta batterie, qui va être restituée aux roues, il va aussi avoir de la perte. Alors forcément, tu consommeras toujours plus. En fait, tu n'arriveras jamais à récupérer l'énergie qu'il t'a fallu pour monter. Même si on était dans un monde parfait, si on avait une voiture parfaite, sans, ou avec un rendement à 100%, ça voudrait dire que si tu montes une côte, je sais pas, tu montes une côte de 10 à 10% sur 1 km, tu descends une côte à 10% sur 1 km, normalement tu devrais encore avoir l'énergie pour monter une côte à 10% sur 1 km. Mais malheureusement, c'est pas le cas, tu as des pertes et c'est impossible d'atteindre le 100% de rendement. Ne serait-ce que même si l'électronique était à 100% de rendement, le frottement de l'air, le frottement des roues contre la route, en fait, c'est impossible. Par contre, les panneaux solaires pour le vélo électrique, ça fonctionne pas mal. Bah, c'est sûr que un vélo électrique, ça consomme quand même beaucoup moins. On n'est pas du coup tout dans les mêmes ordres de grandeur. En France, si tu as un vélo homologué, c'est 250 watts, c'est-à-dire 0,2 kW, enfin 0,25 kW. Le problème des panneaux solaires, c'est que ça coûte très cher. Tu mets 15-20 ans à les rentabiliser. Oui. Euh, Après, maintenant, il existe une voiture qui marche avec des bouteilles hydrogène. On devrait en avoir de plus en plus si un standard de recherche se développe. Ouais, le tutoriel, c'est vrai qu'il y a de l'hydrogène qui ressort pas mal. En plus, j'étais allé au. Je suis allé au mondial de l'auto, je sais plus c'était quand, il y a 2 semaines, un truc comme ça, où il y avait justement cette fameuse voiture. Après, le gros quick de l'hydrogène, c'est bah forcément, il faut. De toute façon, c'est toujours le même problème. Il faut de l'énergie pour faire avancer la voiture. Donc là, il faut des centrales à charbon, au gaz ou nucléaire pour recharger ta voiture électrique. Il faut aussi de l'énergie. Très bien, ça peut être aussi. De toute façon, c'est aussi de l'électricité qu'il faut pour produire de l'hydrogène. Mais le seul souci de l'hydrogène, c'est qu'en fait, pour produire l'hydrogène, tu as pareil un rendement qui est assez faible. C'est-à-dire pour 1 kilowatt d'énergie consommée, tu vas avoir peut-être l'équivalent de 0,3 kW d'énergie dans ton hydrogène. Je n'ai pas les chiffres exacts, je sais pas à combien est le rendement de production d'hydrogène, mais en fait l'hydrogène a un gros point fort, c'est que ça permet d'être stocké facilement. Et comme le dit, il y a un prototype qui était montré au mondial de l'auto, il y en a plein d'autres, où du coup tu as des sortes de petites cartouches que tu peux mettre facilement, enlever et retirer facilement, ou même juste recharger comme si tu faisais un plein de voiture. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que ça permet de recharger beaucoup plus vite. Enfin, oui, recharger entre guillemets beaucoup plus vite et en stocker plus. Mais le souci, c'est que la production d'hydrogène a vraiment un mauvais rendement. Donc en fait, pour le moment, c'est-à-dire que si une voiture à hydrogène actuellement euh, consomme plus d'énergie qu'une voiture électrique. Mais par contre, elle a une meilleure autonomie. Non, mais t'as des pertes, frottement de pneus, frein, transformateur, chaleur, même sur la charge, t'es pas un pour un. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, hein, chaque processus. De toute façon, déjà du processus de la production à la centrale à ce qui sort de la centrale, t'as pas un rendement de 1 pour 1, loin de là. Au transport de l'énergie dans les lignes électriques, t'as de la perte. Aux charges, t'as de la perte. T'as des pertes tout le temps, hein, c'est le souci. C'est le souci. Il me semble que c'est 60% le rendement en prenant compte de la charge, transformation de courant. Tu parlais pour les voitures électriques, j'imagine. L'hydrogène est une vaste blague, sachant qu'il y a moins de 100 stations en France, évidemment. Euh, la solution, c'est tout le monde en télétravail. Bah, c'est pas faux, hein. C'est vrai que les gens qui se déplacent pour le travail, mais après, tu as certains métiers que tu peux pas faire en télétravail. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'il y a une perte de rendement d'office car il faut de l'électricité pour se barrer. Ouais, c'est ce que je disais. Seul le stockage est intéressant. Exactement. Mais voilà, en tout cas, débat intéressant pour l'électrique. De toute façon, on voit quand même qu'on tend vers ça et c'est quand même, enfin pas marrant, mais on voit que tous les acteurs de la grande distribution euh,
non pas se battent, mais quand même font tout pour essayer d'avoir des bornes de recharge pour être attractifs. Parce que c'est vrai que ce qui va jouer dans les prochaines années, ça va plus être chez qui je vais, enfin chez qui je vais pour acheter mes produits, mais c'est où est-ce que je peux, comment dirais-je, recharger ma voiture électrique gratuitement, où est-ce que je peux recharger ma voiture électrique le moins cher pendant que je fais mes courses. Et ça va devenir un réel argument de, de différenciation pour l'endroit où on va faire ses courses, quoi. Oui. Quand j'étais petit, on me disait que le jour où je verrais une voiture volée, une fois j'ai vu une voiture volée sur un parking, il y avait encore des clés de contact. Je viens seulement de comprendre. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dit un rendement pour l'hydrogène de 25 à 30%, puis la génération électrique jusqu'à son utilisation en passant par le stockage. Ouais, 25-30%. Voiture électrique, je sais pas ça a combien, mais du moins je sais que l'avantage d'une voiture électrique, c'est que ça a un bon rendement. D'ailleurs, on parle de l'électrique et de l'hydrogène. Une voiture thermique, que ce soit diesel ou essence, le rendement, ça doit pas être au-delà pareil de 25-30%. C'est aussi le rendement d'une voiture thermique est vraiment aussi mauvais. Je pense qu'actuellement, la voiture qui a le meilleur rendement, c'est quand même la voiture électrique. Clairement. Parce que voiture thermique, t'as pareil tous les frottements dans le moteur, t'as aussi une grosse partie qui est dispersée en chaleur, ce qui est énorme. Enfin, ça chauffe une voiture thermique. Pourtant, c'est pas le but initial, tu vois. Le but initial d'une voiture, c'est de faire un mouvement pour faire avancer des roues. Mais le souci, c'est que tu as tellement de pièces mécaniques dans une voiture thermique. Tu as une boîte de vitesse. Donc tu rajoutes déjà que tu as une puissance moteur qui va être ensuite dispersée. Donc déjà, ton moteur a un mauvais rendement. Et en plus, tu rajoutes plein d'éléments. Tu rajoutes une boîte de vitesse, tu rajoutes des cardans, tu rajoutes des machins. Plus tu rajoutes de pièces, de toute façon, plus tu as de frottement, plus tu perds de l'énergie. L'avantage du moteur électrique, c'est que déjà les moteurs ils sont directement dans les roues. Donc déjà là, tu évites toutes les pertes de frottement, etc., que tu pourras avoir une boîte de vitesse, etc., tu les enlèves. Et en plus de ça, un moteur électrique, ça a un bien meilleur rendement euh, qu'un moteur thermique. J'ai vu une stat là dans le chat, quelqu'un qui l'a dit, rendement électrique 85%. Tu vois, à vérifier, mais auquel cas, ouais, c'est quand même un bon rendement, quoi. En effet, ça existe depuis des dizaines d'années que l'essence en supermarché a prix coûtant presque. Ouais, non, mais c'est exactement ça, hein. C'est avant, c'est ça, tous les. Lidl, il n'y avait pas de station-service. Et donc, du coup, justement, là, il se rattrape avec le. Après, Lidl était beaucoup moins implémenté il y a de ça une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'au moins Lidl rattrape le pas maintenant et prend de l'avance sur l'électrique. Là où les géants comme Auchan, Leclerc, etc., eux, ont encore beaucoup de stations thermiques. Mais voilà, ne pas oublier que plus ça va, plus les véhicules sont lourds. Oui, bah après, tu as possible beaucoup plus d'équipements, tu as la clim, euh, déjà ça pèse, mais tu as aussi beaucoup plus de systèmes aussi de sécurité qui pèsent un max, quoi. Qui pèsent un max. Mais forcément, oui, c'est vrai que les voitures, elles s'alourdissent. Après, quand tu regardes des vieilles voitures ou voitures maintenant, avant, une vieille voiture, tu faisais une sortie de route, tu te prenais un arbre, tu survivais pas. Maintenant, tu as quand même de plus en plus de chances avec des voitures, avec les châssis qui se déforment, avec des châssis étudiés pour, tu as quand même de plus en plus de chances de t'en sortir indemne, quoi. Hmm, 50 à 80% pour l'électrique, on nous dit, en fonction des technologies avancées, 36 à 42 pour le thermique. Ah oui, tu vois, je pensais que c'était même moins que ça pour le thermique. Hybride, je trouve que c'est le maître des deux. Quand on roule en électrique, on se trimballe les 200 kg du moteur thermique. En thermique, on se trimballe les moteurs électriques, plus du double d'entretien thermique électrique. C'est vrai que c'est ce qui est reproché à l'hybride. Et en plus de ça, tu as deux types d'hybrides. Parce que tu as l'hybride rechargeable et tu as l'hybride juste qui fonctionne avec la récupération d'énergie et pas que. Et c'est le souci aussi de certains véhicules hybrides, c'est que des fois en fait tu utilises ton énergie du moteur thermique pour recharger tes batteries, ce qui est pas très logique, quoi.
Regardez les vidéos de Jean Covici, lisez la littérature scientifique. C'est vrai, Jean-Marc Jancovici, c'est excellent ce qu'il fait. Enfin, du moins, il a les bons mots. il sait, il sait transmettre des idées. Il faudrait des voitures électriques de 500 kg avec max 90 km/h. 500 kg la voiture électrique, tu n'aurais pas une grosse autonomie. Hein, parce que ce qui pèse le plus lourd dans une voiture électrique, au-delà des moteurs et du châssis, c'est les batteries qui pèsent très très lourd. Twizy, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai que les Twizy, mais bon, c'est vraiment un concept car ça. Voilà tout. Je crois qu'on a fait le tour sur cet article. En plus de ça, pour le rendement, faut pas oublier que la voiture thermique est ultra mature. Là, on a encore une sacrée marge de progression sur l'électrique. Oui, non, mais c'est vrai. Que les moteurs thermiques, on gère ça depuis plus de 100 ans, alors que l'électrique fiable et performant comme on le connaît maintenant, ça a une dizaine d'années, quoi. Il y a une étude montrant que les hybrides sont souvent thermiques en électrique, surtout celles nécessitant de charger soi-même la voiture. Après, tu vois, moi, ce que je trouve, c'est que les hybrides rechargeables, il y a un côté. euh, je te vois, Samuel, je te vois. Ne te moque pas. L'avantage de l'hybride rechargeable, c'est que si tu as une grosse batterie en électrique, enfin une grosse batterie, style si tu as 100, on va dire 70-100 km que tu peux recharger en hybride, si tu as l'habitude de faire des trajets urbains de 10, 20, 30 km par jour ou 40, bah, c'est-à-dire que tu peux rouler en full électrique tout le temps, en polluant moins. En France, du moins, tu pollues quand même moins vu que ça vient d'énergie principalement nucléaire, donc tu rejettes quand même moins de CO2 que si tu roulais en thermique. Euh, et en plus de ça, tu payes quand même un petit peu moins cher pour le moment. Et le jour où tu vas faire un long trajet, etc., bah là, du coup, une fois que tu as utilisé ton électrique, ton thermique va reprendre le dessus. Et je rejoins presque ce que disait la personne avant. C'est par contre les frais d'entretien, tu te retrouves avec deux moteurs, 2 fois plus de panne aussi, quoi. Même si un moteur électrique est quand même très très fiable. Un sujet passion, exactement. Non, mais il est vrai qu'il est 9h08 et on va faire vite pour les autres articles. Sauf qu'il y a un invité spécial à la fin du mag, un petit jeune qui se lance, je sais pas si vous le connaissez, il sera là. Euh, Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on va passer à autre chose. Parce que ceux qui sont pas fans des voitures électriques, euh, ils vont en avoir un petit peu marre. Et donc, du coup, de quoi on va parler? Allez, on va parler un petit peu de PS5. Ça vous dit. Euh, la rumeur d'une PS5 Slim pour 2023 refait surface. Waouh! Alors, Sony pourrait préparer une nouvelle version de la PlayStation 5 pour 2023. La nouvelle console serait plus simple à fabriquer et transporter, plus compacte et légère pour le consommateur. Je vous vois déjà dans le chat en train de dire mais il faut une nouvelle PS5 alors que la PS5 actuelle on peut déjà pas l'avoir. C'est vrai, mais on va voir que peut-être que cette nouvelle PS5 pourrait résoudre le problème et c'est surtout que au final le terme PS5 Slim n'est pas forcément le bon terme. Depuis la toute première PlayStation, Sony a l'habitude de proposer dans une génération des révisions de sa console avec plus ou moins de changements. Le fabricant aime notamment proposer une version slim de sa console pour séduire une deuxième génération de clients après les early adopters. D'après une nouvelle source, Sony aimerait bien proposer une nouvelle version de la PlayStation 5 dès 2023. C'est donc du coup le site The Leak qui annonce avoir l'exclusivité de cette information grâce à ses propres sources. Donc à vérifier. Sony travaillerait sur un modèle de PlayStation 5 Slim pour le troisième trimestre 2023, donc d'ici un an. À notre connaissance, c'est la première fois que ce site avance de telles informations sur un futur produit sans se contenter de relayer des fuites d'une autre source, donc difficile d'évaluer la crédibilité. Il s'agit d'une rumeur, bien évidemment,
Mais il faut rappeler que ce n'est pas la première source à affirmer qu'une nouvelle PlayStation 5 est prévue en 2023. En septembre déjà, une autre source évoquait l'idée d'une PlayStation 5 avec un lecteur de disque externe. Ici, The Leak affirme que cette PS5 Slim utiliserait un die shrink, excusez-moi pour cette prononciation douteuse, c'est-à-dire un passage à un nouveau procédé de fabrication pour la puce et pour réduire sa consommation, son refroidissement. Die shrink, encore une prononciation miteuse. En fait, voilà, ça consiste juste à réduire la taille d'un processeur, le graver en plus petit, et souvent, du coup, ça permet un meilleur rendement. On parle que de rendement dans ce mug. Un meilleur rendement, et aussi, donc, du coup, dit meilleur rendement, dit moins de consommation, et meilleur refroidissement, parce que ça chauffe moins. De toute façon, on voit quand même qu'il y a aussi une volonté un petit peu tout le monde, au-delà de l'augmentation du coût de l'énergie, quand même une volonté d'avoir un meilleur rendement pour les appareils pour utiliser le moins d'énergie possible et en gaspiller le moins. Parce que quand tu allumes ta PS5, tu l'allumes pour jouer, pas pour réchauffer ton salon. Le socle, entre parenthèses gigantesque, je le rajoute, ne serait plus nécessaire pour tenir la console à l'horizontale, ce qui suggère que les 2 panneaux amovibles sur les côtés pourraient disparaître. Les frais de transport et de stockage de la PS5 seraient réduits grâce à ces changements. C'est vrai qu'on l'oublie, mais la PS5, elle est immense. Elle est vraiment énorme. J'en ai pas, mais la première fois que j'ai vu, je pensais pas que c'était si gros que ça. Je trouve ça même trop gros. Juste pour ça, j'aurais pas de PS5 parce que c'est beaucoup trop gros. Mais du coup, on l'oublie aussi, mais c'est vrai que si elle est plus petite, si le carton est plus petit, ça permet d'en mettre plus dans un conteneur, plus. De toute façon, on revient sur le débat quand Apple avait enlevé ses chargeurs dans les boîtes des iPhones. Alors, ils avaient vanté l'argument écologique, il y avait aussi l'argument économique, mais il ne faut pas oublier aussi qu'au-delà de la production du chargeur, ça prend aussi beaucoup moins de place. Et je sais, j'ai plus les stats non plus, mais je sais que dans un conteneur, ils pouvaient mettre peut-être quasiment 2 fois plus d'iPhone du fait que la boîte était plus petite. Donc c'est quand même un choix judicieux. Bref, toujours d'après The Leak, Sony ne devrait pas donner un nom à cette nouvelle version de la console. C'était déjà le choix du fabricant sur la génération précédente. En effet, si la PlayStation 4 Pro a bien eu droit à un nouveau nom pour la distinguer de la première console moins puissante, ce n'est pas le cas de la PlayStation 4 Slim, qui n'a jamais porté ce nom chez Sony à notre connaissance. Cela n'empêche pas les commerçants d'ajouter un nouveau nom de la machine pour distinguer du modèle plus encombrant. Pour Sony, puisqu'elle propose le même niveau de performance, il n'y aura pas besoin de les distinguer. Pour le moment, impossible de savoir si ce changement de design s'accompagnera d'une baisse de prix de la console. Sony a fait le chemin inverse l'été 2022 en augmentant le prix de la PS5, mais vu la politique actuelle, ça m'étonnerait qu'ils reviennent en arrière pour rebaisser le prix. Moi, ce serait étonnant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en ce qui concerne le nom, en fait, donc ce serait pas plus puissant. Ce serait pas plus puissant que la PS5 actuelle, ni moins puissant. Le but, en fait, ce serait de faire la même, mais dans une taille plus réduite, avec un meilleur rendement au passage. Mais ça serait un petit peu comme la Switch, pour ceux qui avaient suivi. Nintendo, il y avait la Switch V1, ensuite il y a eu la Switch V2, mais en soi, du côté Nintendo, ils n'ont jamais marketé un nouveau nom. Là où ils ont marketé un nouveau nom, c'est sur la Switch OLED, parce que voilà, il y a vraiment il y a une différence. Là, je trouverais ça quand même bizarre qu'il n'y ait pas un petit V1, V2, ou peut-être que ce sera la PlayStation 5 2023 édition. Mais donc, du moins, ce ne sera pas ni plus puissant, ni moins puissant. Ce sera juste une version améliorée, quoi, upgrade. La Switch OLED, ouais, tout à fait. Tu l'allumes et ça crie Lion, Lion, Lion. Tu connais pas? C'est pas mal, mais bon, ça. C'est le jeu est un peu lassant à force, quoi. Mais ça fonctionne bien. La Switch OLED.
Punaise, qui c'est qui a lancé la Switch OLED là? Voilà. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs dans le chat qui ont des PS5 ou qui veulent des PS5 parce que en fait depuis la sortie, il y a personne, enfin, il y a pas, non, y a pas personne qui a des PS5 parce que ça se vend. Mais depuis la sortie en fait, alors que ça a quoi, 2 3 ans? Je sais plus. Dites-moi dans le chat. Mais en fait, elle a jamais été disponible facilement. C'est un petit peu embêtant quoi. Depuis que qu'elle est sortie, vous pouvez pas aller en magasin et dire tiens je vais acheter une PS5. Il va falloir être aux aguets, demander quand est-ce qu'il va y avoir du restock, se mettre des annonces, aller sur Deal Labs pour avoir des drops. C'est vraiment compliqué quoi. Oui, depuis la sortie, ouais, 2 PS5. Juste rester à l'affût sur les stocks. Ouais, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que Autopie, euh, c'est pas. Là, demain, tu veux acheter une Switch, tu vas à la Fnac, tu vas chez Darty, tu vas sur Amazon, tu peux acheter une Switch, tu vois. Tu te poses pas la question. Là, tu veux acheter une PS5, il faut faire des recherches sur quand est-ce que ça va être restock, etc. Un petit peu chiant. 3 mois de recherche pour choper une série X, la PS5, je n'ai jamais réussi à tomber dessus. D'ailleurs, moi je préfère juste la série X pour le design que la PS5. PS5, je trouve que c'est trop. Série X, j'aime bien ce cube là. Je trouve ça plutôt joli. Enfin, c'est un cube, mais je trouve ça plus élégant que la PS5. J'ai joué que 5 fois sur une PS5 d'un ami, donc 4 fois sur un écran de cinéma géant car il faisait de l'événementiel en faisant gagner des cadeaux dans les tournois de jeux de combat. Il y a de la dispo en ce moment chez Carrefour et Leclerc, des livraisons ont été faites cette semaine. Une enseigne la propose seulement avec une TV. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de packs comme ça où tu peux l'avoir, mais bon, ça te force la main. J'ai mis pas mal de temps pour trouver celle que mon neveu et j'ai eu de la chance de réussir à l'acheter super rapidement après le drop. Série X c'est tellement élégante. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Team Série X ou Team PS5? J'ai réussi à l'avoir via le store Sony, 3 semaines d'attente. En ce moment, il y a Série X en magasin, mais jamais vu de PS5. Il n'y a pas de stock console ni de jeux qui vaillent le coup, que des jeux cross-gen qui m'intéressent, donc intérêt minime sur une nouvelle machine. Après, honnêtement, j'ai pas suivi les sorties de jeux, parce que je suis pas trop à l'affût de ça. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas non plus l'impression qu'il y ait il n'y a pas des exclus de ouf sur la PS5 pour le moment. Après, comme dit, de toute façon, les PS5, PS4, etc., c'est des consoles qui durent très longtemps. Donc bon. Xbox GP rend la série X bien plus intéressante. La PS5 a un problème d'approvisionnement que Dillabs en fait un suivi dans son mail quotidien. Ouais, non, mais c'est ça, tu vas sur le Twitter de Dillabs ou quoi. Je sais qu'il y a pas mal de. En ce moment, je crois que j'ai vu pour en choper. T'en as pas mal en Angleterre, si je dis pas de bêtises, sur Amazon UK. Et tu peux en choper en plus à bon prix, si je dis pas de bêtises. Je suis pro PlayStation, mais la série X est tellement plus belle. Ah, ouais, je suis content de pas être le seul. Parce que franchement, la PS5, je la trouve vraiment trop. Je sais pas, je trouve pas très élégant, quoi. C'est gros et c'est un peu. J'ai l'impression pas dépassé comme design, mais si un peu comme dépassé. Juste God of War aujourd'hui. Ouais, voilà, pour le moment, t'as pas non plus des trucs de ouf, quoi. Hop, je regarde juste un truc. De quoi est-ce qu'on va parler? Vas-y, on va parler. On va essayer. On va finir ce mug dans les temps. Du moins, on va essayer. J'ai envie de parler de PayPal. Alors, vous allez vous dire, oui, c'est futile. PayPal débarque sur Apple Pay. Mais il y a une fonctionnalité qui est assez sympa. Qu'on va voir maintenant. Comme on disait, PayPal a annoncé hier qu'il s'apprête à entrer sur Apple Pay et Apple Card pour offrir de nouveaux moyens de paiement. Et il y a le guest, le nouveau, l'étoile montante de Twitch qui est parmi nous. Je mets un petit... Qu'est-ce que je mets comme générique? Un petit kawa.
Waouh. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bah, bienvenue, ça fait plaisir de t'accueillir. Il fait froid. Comment vous allez bien? Ça fait plaisir, écoute, de t'avoir dans le mug. Bah écoute, je suis flatté. Ça fait des années qu'on veut t'inviter. Et bah, je suis content. C'est bien d'inviter les petits. Ouais. Ah, oui, oui. Non, c'est bien de donner sa chance aux jeunes. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Allez le suivre sur sa chaîne Nobtech Team. Hop, je me dépoile. Premier mug est déjà un invité. Et oui. Eh ouais. Ouais, bah du coup, attends, est-ce que tu veux qu'on reparle d'un petit article? Tu veux qu'on parle de quoi? Non, je crois que faut on finir va peut-être faire le sponsor et puis un petit camp de fac. Et oui, il y a le sponsor aussi, ouais. Je veux pas te mettre la pression, hein, mais c'est vrai. Je vais faire mon Samuel. Tu penses quoi des voitures électriques? Écoute, alors justement, tes histoires de rendement, ça m'a pas... Je me suis endormi. Ça me fait plaisir. Je me suis endormi sur le rendement, donc j'ai eu un bon rendement sieste sur les moteurs de voiture. Non, en vrai, c'est super intéressant. Non, mais et c'est cool parce que pour le coup, tu nous amènes une spécialité qu'on n'a pas du tout. T'as une vraie connaissance, effectivement. Et là, les gens voient pas, mais t'es en train de préparer en catastrophe ton sponsor que t'avais oublié. Totalement zappé. Mais non, en vrai, c'est super intéressant. Super intéressant. Après, t'as eu une grosse chute d'audience, je préfère te le dire. Non, mais c'est pas grave. Écoute, allez tous vous. Hein. Non, mais c'est vrai que j'ai passé une demi-heure dessus. Mais c'est très bien, il faut se laisser aller. PayPal, ça avait l'air cool, et bah une prochaine fois. Non, je vais faire ultra rapide sur PayPal. Il va y avoir donc du coup l'intégration de PayPal dans Apple Pay. C'était le cas en ce moment, mais que pour les business. Et c'est surtout très très rapidement qu'en gros ils vont intégrer le Tap to Pay. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était annoncé à la dernière à la dernière annonce Apple, où en gros tu sais tu tends ton téléphone pour qu'on te fasse un paiement. Ouais. Et je me dis qu'il y a pas mal d'usages comme ça pour des paiements entre proches ou quoi. Tu tends ton téléphone plutôt que de donner ton numéro, ton mail, ton truc PayPal. Comme ça, ton proche, il te prend ton téléphone et dit ok, je suis remboursé. Voilà. Tu me dois combien? Un iPhone 25 ? C'est la vieille blague des commerçants quand je paye avec l'Apple Watch. Ils disent ah, vous me donnez votre montre? C'est vrai. Super drôle. Avec une Ultra, va te faire foutre pour ta baguette de pain. Est-ce que t'es un aventurier? Eh ben oui, je suis un aventurier. Je vais acheter mon pain. Exactement. Tu veux nous parler un petit peu de notre sponsor O'Clock? Écoute, non, je vais te laisser faire. C'est vrai? Oui. Merde. Ça va être chaotique. En tout cas, on remercie avant tout O'Clock. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est O'Clock? Si vous ne suivez pas Notech, O'Clock, c'est quoi? C'est une école en télé présentiel. Ah, je fais un petit question-réponse avec toi. Alors, qu'est-ce que le téléprésentiel? Tu vas me dire, Jérôme. C'est quoi le téléprésentiel? Et ben en fait, c'est comme si tu étais en cours, mais à distance. Alors, je vois venir les gens, ils vont me dire oui, il en existe plein des plateformes pour faire du e-learning en ligne, etc. Sauf que là, c'était vraiment dans une classe, tu as vraiment un prof derrière l'écran. Et il y a d'autres élèves en fait. Il y a d'autres élèves avec toi. C'est un vrai cours quoi. Il faut, t'as un appel, il faut venir, c'est même marqué sur le site, il faut venir à 9h pétantes. Ah oui, O'Clock. C'est une épopée à temps plein. Et t'allumes ta caméra, hein, tu triches pas parce que t'es en train de jouer à LoL. Exactement. Voilà. Mais du coup, en fait, t'as tout l'avantage de le faire à distance et aussi l'avantage d'une vraie école. T'as un suivi, t'as quelqu'un qui est là. C'est super bien pour les gens qui sont en reconversion professionnelle parce que forcément... quand tu es en reconversion, tu as peut-être une vie de famille, tu as peut-être déjà un logement, etc. Tu peux pas te permettre de te déplacer, de déménager dans une autre ville, etc. Là, tu peux le faire quand même directement depuis chez toi, donc c'est vachement pratique. C'est donc du coup, comme je dis, pour les personnes qui veulent faire principalement de la reconversion professionnelle ou en demande d'emploi. Et donc du coup, O'Clock, il propose diverses formations que vous pouvez retrouver sur le site. Ça va de 6 mois, 3 mois, 11 mois. De toute façon, vous pouvez choisir et je vous invite à aller voir sur leur site en fait, toutes les formations qu'ils proposent. C'est évidemment des formations qui sont reconnues par l'État, c'est titre RNCP. Et c'est surtout... Alors, oui, c'est une école payante, mais en fait, il y a plein moyens de le financer.
si vous avez travaillé, etc. Il y a le fameux CPF qui est beaucoup utilisé pour l'arnaque, mais qui là peut être utilisé à des fins utiles chez O'Clock. Ouais, à noter quand même qu'Oclock existe depuis beaucoup plus longtemps que les Oui, arnaques au CPF, CPF. Voilà. Oui. C'est vrai. Ouais. Et c'est surtout que, en gros, les stats que donne O'Clock, il y a plus de 75% des gens qui rentrent chez O'Clock qui se font financer soit une partie, soit complètement leur formation. Et pour le financement, vous ne le faites pas tout seul, vous êtes accompagné, vous pouvez demander, et c'est O'Clock qui peut se charger de votre demande de financement. À savoir que c'est aussi possible à faire en alternance, les formations chez O'Clock. T'as des petits trucs à rajouter sur O'Clock, hormis le fait que c'est très bien noté. Écoute, c'est extrêmement bien noté sur Trustpilot. On est d'accord. Et on va leur faire confiance parce qu'effectivement, en fait, O'Clock, on les connaît depuis longtemps. Ils ont déjà fait. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, c'est très simple. Vous tapez la commande, point d'exclamation, O'Clock. Et O'Clock tout attaché. Et là, il y en a un qui va faire une blague très drôle. Il va écrire O'Clock tout attaché dans le chat. Hein. Tu veux que je le fasse? Voilà. Okay. Vous tapez O'Clock et vous utilisez bien le lien qu'on vous donne parce qu'effectivement, ça permettra de dire que vous venez de notre part. Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, il y a des rentrées tous les mois. Donc, oui. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des nouvelles promos qui sont faites sur les différentes formations. Et donc, du coup, c'est-à-dire que là, vous pouvez commencer dès maintenant. Oui, tu n'es pas obligé d'attendre septembre ou octobre pour exactement. Faire tes 6 mois. Tous les mois, effectivement, il y a une nouvelle classe, en fait. Ah, voilà, Fabrice Semin qui est le premier. Je m'y colle O'Clock tout attaché. Merci beaucoup. Attaché. Et merci à Youn68 pour votre prime. On remercie en tout cas O'Clock de sponsor le mug. Oui. Et aussi aux contributeurs et tous les gens qui s'abonnent à la chaîne. Ça me permet d'être là aujourd'hui. C'est magnifique. Tout à fait. Merci beaucoup à O'Clock. On se fait un petit camp de fac en 5 minutes. 2 spi. C'est parti. Allez. C'est où le camp de fac? C'est ici. C'est là. Wow. Là. Il y avait la question, la formation peut se faire en cours du soir? Non, c'est en journée. C'est à temps plein, la formation. C'est pas un truc que tu peux faire à côté d'un travail ou quoi, ça te prend la journée. N'hésitez pas à les poser des questions directement au O'Clock. Ils seront plus habilités que nous. Nous ne sommes qu'un panneau publicitaire, ni plus ni moins. Mais si vous voulez des infos précises sur O'Clock parce que ça vous intéresse, vous êtes en reconversion, etc. Ouais, sur le site, ils sont là pour vous répondre. Il y a une petite bulle là sur le côté, il y a O'Clock sur Discord et ils sont vachement réactifs. Hein. Ouais. Même si vous voulez un appel, un call ou quoi, ils le feront rapidement. Ah donf. Et je peux même un peu spoiler le truc. On va avoir quelqu'un qui va venir parler d'Oclock, je crois, à la fin du mois. Exactement. Il y aura un responsable, un vendredi. Un vendredi, voilà. Donc là, si vous avez des questions précises ou que vous voulez challenger un petit peu O'Clock, vous aurez un interlocuteur en direct à la fin d'un mug du vendredi. On t'a vu, il y a Oleg qui vient nous dire qu'il y a Renaud Zoé qui veut sponsor les mugs. Génial. Génial. Me parle pas de Renaud ni de Zoé, ça me rappelle un souvenir. Ah oui. oui. C'est vrai. Tout à fait. Tu fais bien de le rappeler, Oleg. Merci beaucoup. Aussi que non, c'est pas, c'est qui le rappelle? C'est Samuel. Vendredi, il n'y aura pas de mug parce que c'est férié, les gens. C'est férié, donc dormez. Dormez, je vous l'ordonne. Dormez vendredi, sauf si vous travaillez, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des gens qui travaillent les jours fériés. Mais nous, on ne travaille pas. C'est une tradition. Le mug n'a jamais lieu pendant les jours fériés. Demain, ça sera Guillaume. J'annonce également, avec une très forte probabilité de 90%, que je jouerai à Humankind jeudi soir avec le nouveau DLC. Parce que les gens de Humankind m'ont contacté. Ils m'ont dit on avait bien aimé tes streams sur Humankind. Stylé. Et j'ai dit vous me payez? Ils m'ont fait non, mais c'est cool. Je fais ouais, c'est cool. En vrai. Je l'ai fait influencer. Donc voilà, jeudi soir, je jouerai un petit peu à Humankind. Je sais pas à quelle heure exactement, mais généralement mes streams jeux, ça commence vers les 21h, après le dîner. Ok. Voilà. Et ça se termine à peu près 21h30, puisque je m'endors, puisque je suis vieux. Oh. Ah ouais? Ouais. Une demi-heure? Tu sais, je suis là, je baille. Oh, alors là, on va créer le personnage. C'est ça. Ah bah désolé, c'est fini, je vais me coucher.
C'est exactement ça. Exactement ça. Humankind, en vrai, une fois, j'ai joué, je crois que jusqu'à 4h du matin. Enfin, j'ai fait une quasi nuit blanche en stream. Donc, en vrai. On va prendre 2-3 questions. Oui. À quand le retour de Overwatch? On en discute. Et d'ailleurs, j'y pense, pour ceux, il y a le replay qui est disponible, soit pour les contributeurs dès maintenant, dès la fin du mug, mais il y a aussi sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube à 21h. On oublie de le rappeler. Tout à fait. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler, tout à fait. Overwatch 2. Tu es bien sûr là pour le jeudi? Oui, je serai là pour le jeudi contributeur demain. Oui, je serai là. Oui, je suis tellement de rendez-vous. Vous êtes, quelle vie de minute. Vous êtes déjà d'ailleurs en retard de 1 minute pour votre prochain rendez-vous. Mon call. Non, en vrai, j'ai dit je serai là vers 9h40. Ah. Parce que je me connais et je croyais que c'était moi qui allais faire le mug. Non, d'ailleurs, j'en profite. Un grand merci Léo parce que j'aurais eu une soirée compliquée hier. J'aurais pu le faire, mais tu m'as proposé spontanément de faire le mug. Avec plaisir. Tu m'as dit ça coûtera tant. J'ai fait ça va pas, non? T'as diminué un petit peu le prix. On est arrivé à un accord. Il m'a dit, il faut que j'ai un. Maintenant, j'ai des rendements à tenir, c'est 30 subs par stream. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, subé, parce que l'alternance, c'est hyper cher. La taille de la quiche, énorme. Énorme. Est-ce qu'il y a des... Peut-être que quelqu'un a une petite question technique et qu'il est là à piétiner depuis une demi-heure. Léo coûte cher à cause des frais de ménage après le live. Tu crois pas si bien dire? Léo fait un peu le ménage ici c'est une vraie porcherie. Dans cet atelier. Sinon, c'est une vraie porcherie. Mais non, on va rien dire. Non, il y a un robot quand même qui traîne. Il a demandé mon Apple Watch pour faire le mug. Over my dead body. Vous avez quoi comme test YouTube à venir? On va pas spoiler, mais il y a des choses qui arrivent. Je crois que dimanche, il y a une sortie, a priori, d'une vidéo. On produit pas mal en ce moment. Ah oui. Ça... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte dans la dernière vidéo. Oui, qui a dit 4 vidéos en 2 semaines. Mais tu verras, la prochaine fois où on va prendre un peu de retard, tu auras 5 personnes qui vont faire Nowtech, vous sortez quand même pas beaucoup de vidéos. Hein. As-tu rendu les déguisements d'Halloween? Non, je les ai gardés. Évidemment. Mais on veut une photo. Captain alors. Cook. On veut une photo. On est d'accord, on veut une photo. On parle du rendement du sub, tout à fait. Exact. En vrai, on peut le dire, parce qu'on est en train de travailler. On va probablement... On vous a pas caché que le mois de décembre est un petit peu compliqué pour nous économiquement. Il y a des sponsors qui se sont annulés, c'est des choses qui arrivent. Mais on n'a pas une trésor monstrueuse de smog sous la montagne. Ouais, je suis en train de regarder The Hobbit en ce moment, donc l'état d'or, ça me fait rêver. Bref, tout ça pour dire, on va probablement travailler sur des sub-goals. Ouais, voilà. Donc on fera des trucs. Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire? Oui, mais il faut payer tout le monde. Non, bon, c'est donc, cool. on aura des sub-goals, on va voir, on va essayer de trouver un moyen ludique de le faire. Donc, plus que jamais, et c'est pas non plus faire de la mendicité que de dire ça, mais plus que jamais, on a besoin des contributeurs. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Donc, encore une fois, c'est à l'aune de vos moyens et de vos possibilités. Mais si vous aimez le projet Nowtech, si vous aimez notre travail, on le dit sans honte, on a besoin de vous en décembre. Voilà. Oui, c'est vrai. Et oui, voilà. Et en plus, mais après, quand même, je tiens à préciser, pour ceux qui sont sub, ou si vous ne l'êtes pas encore, si vous êtes impatient d'attendre dimanche, vous aurez la vidéo en avance. En avance, tout à fait, puisque ça, c'est les avantages des contributeurs. Exactement. Et vous apprendrez à mieux utiliser, je dis pas quand, mais vos appareils que vous avez déjà. Take your time. Tout à fait. Vendu en décembre, je sub aussi. Tu peux aussi subber en novembre, hein. Aucun problème. On peut mettre les iPads à jour jusqu'à quelle génération? C'est une excellente question. iOS 16, c'est quoi le dernier iPad qu'on peut mettre à jour avec iOS 16? Tricky question. Alors attention, tu n'auras pas tout de iOS 16 non plus quand même sur les plus vieux modèles. Quel iPad ça va jusqu'au
iPad Air de 3ème génération, celui de 2019. Ouais, 2019, d'accord. Ah non, 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 attends, non, non, ça non, c'est non, non. supportant iPadOS 16 et ensuite... Non, 2017. iPad de 5e génération, 2017, c'est le plus vieux que Ah je oui, vois. en effet, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le plus vieux. 2017. 5e génération, ouais. Et par contre, il y en a qui ne prennent pas la fonctionnalité Stage Manager. Elle n'est supportée du coup que qu'on la puce silicone là, M1. Ouais. Donc iPad Air, iPad Pro 11 pouces et 13 pouces quasiment. Est-ce que certains subs sont plus intéressants que d'autres? Non, vraiment, prenez le moyen de devenir contributeur le plus simple pour vous. Patreon pour les gens qui n'aiment pas renouveler tous les mois leur Prime, etc. Pour nous, et je vais pas enfin, je vais le redire une énième fois, ça change pas grand-chose. Parce que les règles fiscales sont différentes selon ce qu'on doit déclarer et tout. Donc, vous prenez pas la tête sur qui prend plus de marge entre YouTube, Patreon, Twitch. En vrai, subber, Patreoniser, YouTube memberiser, ce qui vous est le plus simple en fait. Exactement. Non, il n'y aura pas de goodies spécial à Noël. J'explique rapidement pourquoi. Les goodies pour nous, c'est énormément de travail et c'est très peu rentable. On va être honnête à la taille de notre chaîne, qui est une chaîne médium. Les goodies, on en a fait, c'était surtout pour certains qui voulaient avoir des choses, mais en termes de rentabilité, en termes de rendement, parlons-en, pour nous, c'est beaucoup de travail pour finalement un revenu très faible. Bah surtout que ouais, notre échelle, t'es obligé de passer par des prestataires et si tu veux Voilà. internaliser le truc pour commencer à gagner un peu, En c'est gros, beaucoup de risques. Quoi. Je schématise, mais je sais pas, un t-shirt à 15 €, on doit gagner 1,50 € dessus, tu vois. Donc, c'est absolument pas rentable pour nous, le merchandising. Donc, on en fait parce que c'est cool d'avoir du merch. On en refera peut-être, mais il faudrait d'abord qu'on ait une communauté plus conséquente avant de se relancer dans le merch. Quel est le meilleur smartphone à moins de 500 €? iPhone 11 reconditionné? Ouais, j'aurais tendance à... Si t'es OK avec passer chez Apple, ouais, moi je prendrais de l'iPhone parce que en reconditionné, c'est une bonne valeur, quoi. Faut prendre un autre stagiaire en logistique. Freeman, prends un cours de compta. Un stagiaire, ça coûte de l'argent, hein, en fait. En France, ça coûte 600-700 € un stagiaire, hein, quand même, par mois. Hein. Déjà, ça faut vendre assez pour déjà voilà, rentabiliser. déjà, il faut qu'on vende assez de goodies. Donc, juste une règle de calcul. Je t'ai dit, on gagnait à peu près 1,50 € sur un t-shirt. Ça veut dire qu'il faut qu'on vende à peu près, si on veut garder un petit peu de marge quand même, il faudrait qu'on vende entre 700 et 800 t-shirts pour payer le stagiaire qui s'occupe des t-shirts. Un stagiaire de 3e. Ouais, le problème, c'est qu'il reste une semaine, le mec. On va le tuer. Bon, t'as une semaine. T'as 20 000 cartons à faire. Tiens, au boulot. Un compta. tableau Excel. Non, les stagiaires, c'est pas gratos du tout. Et tant mieux. Je suis pas en train de faire l'enfoiré qui... C'est très bien. Moi, qui ai connu l'époque où les stagiaires n'étaient pas payés, là, on était carrément exploités, quoi. C'était quoi déjà le scandale qu'il y avait eu? Comment il y en a encore. Hein. Il y a des boîtes entières, il n'y a que des stagiaires. Oui. Il y a... Moi, bon, enfin bref, on va pas donner de nom. Sur ce, on va peut-être se quitter. Tout à fait. Encore merci, Léo. Avec plaisir. Tu veux raid qui? D'ailleurs, on peut le dire, je pense que tu reviendras faire des mugs début décembre. Ah bon? Parce que je vais pas être là. Hein? Bah dis donc. On en dira plus. Exactement. Tu veux raid qui? On va raid qui? Bah tu choisis, c'est ton mug. Hein. Ah, je sais pas. Léo n'est pas en stage. T'es pas en stage, t'es en alternance. Non, je suis en alternance. Et on l'a déjà gardé. C'est ta 2e année d'alternance. Exactement. Ouais. Mais du coup, j'ai eu quasiment 6 mois de stage. Et là, plus d'1 an et demi chez Notech. Plus d'1 an et demi d'alternance, ouais. Je sais pas, là, je viens de voir un mec Corée, petite pause chocolat. Écoute, let's go, changeons. Il fait quoi? Il parle pas de trucs cringe? Bah, j'espère pas. Écoute, il est en quoi, streamer, voyageur et pianiste. Petite pause, mais il fait... Ah, il est en Corée. Ouais, c'est un stream IRL. Il est à Séoul en ce moment. Allez, let's go. C'est quoi, Aluxios? Mais on le suit? C'est pour ça que tu l'es remonté ou... Non, je regardais dans la liste des chaînes recommandées.
D'accord, ok, bah let's go. Allez, on vous envoie chez Alexios. Merci Ciao de tout le nous avoir monde. suivis. Ciao, et ciao. Ciao. Tu mets quoi? C'est quoi le générique? J'ai- Fin.